Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de la Belgique et de ses anciennes colonies, donc la RD Congo, le Rwanda et le Burundi. Nous allons plus particulièrement parler de l'avenir de ces relations. Fin 2022, on s'en souvient, la commission parlementaire qui était chargée de faire la lumière sur l'action coloniale de la Belgique a accouché d'une souris puisqu'elle n'a débouché sur aucune recommandation. Par conséquent, de nombreuses questions demeurent aujourd'hui, de nombreuses questions restent ouvertes au sujet des liens toujours étroits entre la Belgique et la région des Grands Lacs, alors que le passé colonial continue de peser sur les relations. Comment envisager le futur de manière sereine? Comment envisager les futures relations économiques et politiques entre la Belgique et les anciennes colonies? Autre question encore, quel a été le rôle des églises chrétiennes au moment de la colonisation, aussi au moment des indépendances, et aujourd'hui, quel est le rôle encore des églises dans les anciennes colonies, donc encore une fois, l'ère des Congo, le Rwanda et le Burundi. Pour répondre, pour aborder en tout cas ces questions complexes, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Renier Neskens, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de Belgique en RD Congo et par la suite, vous avez également été envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères dans la région des Grands Lacs. C'était entre 2014 et 2019 et vous êtes actuellement également président de l'Union royale belgo-africaine. Avec nous également Albert Moukoulou-Mani. Bonjour Monsieur Moukoulou-Mani, bienvenue dans cette émission. Alors vous êtes membre de l'association Renaissance qui a pour objectif de favoriser l'intégration des Belgo-Congolais dans notre société et vous êtes aussi fortement impliqué dans des questions relatives aux droits de l'homme. Et enfin, avec nous également Monsieur Jean Bollet. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. À vous aussi. Vous êtes rédacteur en chef à Yambola Magazine et vous êtes donc journaliste et également analyste politique. Voilà pour les présentations. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question donc, que nous allons aborder. Quel regard porter sur le passé colonial de la Belgique? Eh bien, je vous propose de découvrir quelques témoignages inédits de Belges qui sont allés au Congo, peu avant, ou au Rwanda d'ailleurs, au Burundi aussi, quelques années avant l'indépendance. Ce sont quelques témoignages tirés d'anciennes archives. Regardez, c'est une séquence réalisée par André Bossuroy. L'administration belge d'Afrique comptait en 1960 10 000 fonctionnaires et agents, dont un quart d'universitaires encadrant tous les services de la colonie, à côté de l'agriculture, de l'enseignement, du service médical, de la force publique, de la justice et des travaux publics. Le service territorial était assumé par un peu moins de 2000 d'entre eux, les administrateurs territoriaux. Partir en Afrique dans les années 50 ne s'apparentait plus à une expédition réservée à des aventuriers ou des pionniers comme c'était l'opinion que pas mal avaient en Belgique dans les années qui précédaient. Mais c'était quand même un saut relatif dans l'inconnu. Vous partiez à la territoriale, le Congo était 80 fois la Belgique, et vous saviez que vous alliez quelque part au Congo. Nous, les universitaires ordinaires, nous devions passer un concours au terme duquel nous suivions un cours, après lequel nous étions considérés comme aptes à partir. On était jeunes, on avait un idéal, on avait entendu parler, et moi particulièrement, j'avais entendu parler du Congo par un ancien qui avait été là-bas, ce qui nous a donné l'idée d'aller voir également. Puis on aimait bien l'aventure et peut-être quand même aussi un peu l'idéal de faire quelque chose pour les autres. Je me souviens qu'à l'université coloniale, le recteur avait l'habitude de dire « vous avez une mission sacrée de civilisation » et on y croyait vraiment.
Pierre m'avait dit, tu sais, la vie en brousse, c'est pas tellement drôle. Je dis, tu sais, la vie pour moi toute seule ici, c'est pas tellement drôle non plus. Donc je serais très heureuse de voyager avec toi. C'était évidemment la grande aventure, parce qu'il fallait charger dans le camion tout le matériel pour dormir, etc. Quand vous étiez malade, que vous aviez de malaria en brousse, est-ce qu'on peut oublier ça? Que là, votre cuistot, comme une mère, vous soignait. C'est ça. Je ne connais pas la langue quand j'arrive là-bas. Je parle le français. Et donc, on doit traduire tout ce que je raconte. Et donc, j'arrive à cette première conclusion, c'est qu'il faut tout de suite me mettre à apprendre la langue. De ses occupations principales, le soir, après son travail, c'était d'apprendre le kiaka. Il l'apprenait aussi en allant autour des feux discuter des devinettes, des proverbes et de tout ce que les Africains disaient. On nous faisait choisir une langue et vous aviez une chance sur 3 de taper juste. Moi, j'ai tapé à côté, j'ai pris le Tiluba et puis j'ai été envoyé dans une région swahili. L'administrateur territorial était astreint à des tournées en brousse qui devaient donc compter 20 jours ouvrables par mois. Et dans le territoire de Rutshuru, où j'étais, il y avait notamment aux confins avec l'Ouganda toute une série de régions qu'on ne pouvait atteindre que par des pistes. Et alors c'était l'utilisation du tipoy. Le tipoy qui était une chaise à porteur, souvent avec toute la famille. Ma femme suivait. Les bébés, quand ils étaient plus jeunes, on accrochait le berceau ou sur un bambou, un grand bambou, et 2 porteurs suivaient. Les Rwandais étaient très fiers de porter l'Européen, ou le chef indigène. Aussi, ils se disputaient pour pouvoir le porter. Donc, ils préféraient porter le chef, ou l'administrateur, ou l'agent territorial, plutôt que les mâles qui les accompagnaient. L'administrateur me dit, je vous déplacerai avec vous pendant les premiers jours du mois, et puis, voilà ce que vous allez faire. Recensement complet de la chefferie, recensement de la population flottante, recensement des fusils à piston, perception de la taxe sur les vélocipèdes, contrôle des centres commerciaux, hygiène des villages, propagande pour la construction de maisons en briques, plantation de haies, abris pour petit bétail, propagande agricole dans tous les villages, une visite des champs accompagnée du moniteur agricole s'impose, vérifier l'existence du grenier à coton, contrôler l'engrangement des semences, et puis alors, sondage pour déterminer la présence en vue de la construction d'un puits. Nous gérions le Congo en utilisant au maximum la structure coutumière, en soutenant au maximum les institutions tribales, et en s'appuyant sur le chef, son conseil des notables, son tribunal indigène, pour tout ce qui pouvait être de sa compétence. Nous avions trouvé des autorités indigènes établies, une organisation qui existait, les chefs, les sous-chefs, les chefs, il y avait les juges de chefferie, et tout ça était fort bien ordonné, je dirais. Le Mohamine Désé était quelqu'un qui on donnait évidemment couramment la main et qu'on invitait chez soi. Et chose curieuse pour vous dire, la symbiose et la bonne entente qu'il y avait là, j'ai donc 4 enfants qui sont nés sur le territoire de sa chefferie. Eh bien, il me faisait remarquer que c'était des Banyabouicha, parce qu'ils étaient nés sur son territoire. Il dit, et ils me doivent le respect. C'était pas eux qui s'intégraient à nous, c'est nous qui étions intégrés à eux. Nous vivions avec eux, à 100%. À 100%. Comme ma femme était au village seule, enceinte, il n'y avait pas un soldat, pas un policier qui était auprès d'elle pour veiller. Il n'y avait même pas de porte, je vous l'ai dit. C'est le chef du village qui arrivait le matin pour voir si tout allait bien. Et ma femme dit toujours qu'elle était chaque fois surprise parce qu'ils arrivaient pieds nus, tout doucement, on les a préparés, et tout d'un coup, il était là. Bon, enfin, ben. Voilà pour ces quelques images d'archives qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Albert Mukulu-Mani, vous êtes en Belgique depuis longtemps, d'origine congolaise. Quand vous voyez ces images, comment réagissez-vous? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent spontanément? Très beau témoignage que nous venons de découvrir là. J'ai comme l'impression que
certains jugements préétablis qu'on nous a toujours appris par rapport à la colonisation. Beaucoup parmi des gens que je connais pourraient revoir un peu leurs jugements après avoir vu ces genres d'images, ces témoignages. Donc, je voulais également dire une chose. J'ai comme l'impression que les fonctionnaires, donc, qui étaient pétris des bons sentiments, ils ont commencé à exister à travers la culture africaine. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens, comme on a pu l'entendre. C'est comme si les Belges étaient finalement intégrés plutôt à la culture africaine, et pourtant, ce n'est pas ce qu'on nous a toujours appris, quoi, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci pour cette première réaction. Renier Neskens, on le voit donc, un des témoignages le dit, on avait une mission sacrée de civilisation, donc il y a quand même un peu un projet paternaliste derrière cette action coloniale. Est-ce que néanmoins, les agents territoriaux notamment, avaient pour volonté de développer le pays, de développer les populations autochtones ? Mais en effet, ce qui apparaît au cours des dernières années surtout, c'est l'accent qui est mis sur la mission civilisatrice. Et très souvent, lorsqu'il y est fait référence, les commentateurs y ajoutent la soi-disant mission civilisatrice. En fait, si l'on voit, depuis le début jusqu'en 1960, il y a comme un fil qui suit toute la période coloniale. Encore que la période coloniale comme telle n'a commencé pour la Belgique en 1909, c'est qu'il y avait un projet de développement. Et un projet de développement intensif sous tous ses aspects. Et dans ces aspects de développement, il y avait l'exploitation, il y avait la mise en valeur, il y avait toutes les formes d'éducation, d'amélioration de la santé. Mais aussi une grande participation de la population à cet effort de développement. C'était un effort collectif qui a été voulu, et avec l'objectif d'un développement collectif de l'affaire. Et d'ailleurs, tout récemment, il y a une étude d'un Américain d'origine congolaise, de l'Université du Kansas, qui a rédigé une étude remarquable en appelant ça « Revoyons les positions colonialistes et le colonialisme et revoyons le Congo, l'histoire de la colonisation congolaise, sous l'angle d'un État développemental. » Et ce qui est important, c'est de voir, en un si court laps de temps, qu'aucun projet colonial au monde n'est parvenu à faire autant aussi vite. Et alors, vous allez me dire, oui, mais il y a eu tous les abus et tout cela. En fait, il y a eu une période qui était particulièrement difficile, dure, et où l'implantation, les contrôles et tout n'étaient pas là. Mais graduellement, si on voit la période qui se termine dans les années 50, le Congo était un État en pré-décollage économique. Et ce sont d'autres événements qui ont interrompu l'affaire. Mais si vous écoutez également ce que nous avons entendu, tout ça s'est réalisé avec à peine quelques milliers de personnes. Il est à peine compréhensible aujourd'hui que si nous prenons un territoire aussi grand que l'Union européenne, où vous avez des centaines de milliers d'agents qui font cela, au Congo, c'était 2000 agents au départ. Et c'était en tout quelques milliers de gens. Ce qui veut dire qu'il y avait une adhésion réelle. La nécessité, et en fait tous les administrateurs ont bien compris dès le départ, et toutes les notes que nous voyons dans l'histoire, c'était ce projet ne peut réussir que si nous gardons l'adhésion des populations. Alors cette adhésion a été plus graduelle, mais je peux citer le cas d'un des gouverneurs généraux en 1900, qui était là de 23 à 27, et qui a envoyé un message assez fort à Bruxelles à l'époque, où il y avait encore des recrutements forcés pour qu'on puisse avoir suffisamment de travailleurs dans les entreprises de l'État, les exploitations et autres, et qui mettait Bruxelles en garde. Il dit, nous avons décidé de ne plus faire des recrutements forcés. Si nous continuons à le faire, nous nous exposons véritablement à des problèmes. Jean Bollet, donc il y a les aspects positifs, mais aussi réellement négatifs de la colonisation. Vous-même, en tant que Congolais, quel regard portez-vous sur ce travail forcé qu'il y a pu avoir, des exactions aussi qui sont documentées? Comment réagissez-vous par rapport à ça?
Bien sûr, bon, avant de réagir par rapport à cela, il y a un témoignage qui m'a touché particulièrement. C'est celui d'un monsieur qui a parlé des difficultés de tomber malade dans la colonie, sans hôpitaux, sans médicaments. Pourquoi ce témoignage m'a touché? Parce que je pense aujourd'hui à ce que mon papa me disait. Il y avait beaucoup de Belges qui mouraient, même dans notre petit village, très loin de la capitale. Et il y a même un cimetière de Belges. Et dans ce cimetière, on enterrait des jeunes Belges, entre 20 et 30 ans. Et ces jeunes sont morts pour le Congo et pour la Belgique aussi. Pour moi, ce sont des pionniers. Donc, c'est un sacrifice qu'on ne peut pas oublier. Alors, ceci étant, je peux réagir par rapport aux aspects négatifs dont on parle souvent par rapport à la colonisation. Je crois que le projet colonial n'était pas en soi, au départ, un projet racial ou discriminatoire, loin de là. Je crois que c'était un projet économique d'exploitation d'une colonie. La Belgique en avait besoin parce que d'autres pays comme la France, l'Angleterre avaient de colonies. Et en 1908, quand la Belgique accepte de prendre le Congo comme la colonie, le projet n'était pas raciste, n'était pas parce qu'il y avait un débat parlementaire. Donc, ce n'était pas facile. La Belgique n'a pas reçu ce cadeau comme ça facilement. Il y avait un débat parlementaire, opposition, majorité, tout ça. Si on peut parler de ces aspects négatifs, c'est peut-être dans l'exploitation de la colonie. Il y a eu des mécanismes, il y a eu des pratiques peut-être qui ont provoqué des actes peut-être racistes ou qui ont eu des connotations discriminatoires, mais ce n'était pas vraiment le but de la colonisation. Et puis on a vu par exemple que pour exploiter la colonisation, la Belgique a développé des infrastructures sanitaires. Il y avait des hôpitaux, la Belgique, les gens qui étaient là ont combattu des maladies. Et puis, il y avait un réseau d'enseignement très développé, l'Église catholique, avant l'arrivée de l'école laïque, des écoles partout. Et ce sont les populations autochtones qui ont profité de ces infrastructures sanitaires, scolaires. Il y avait les routes. Même aujourd'hui, après l'indépendance, nous avons continué à bénéficier des infrastructures que la colonisation a laissées. Donc, on ne doit pas trop insister sur les aspects négatifs. Ce n'était pas ça vraiment le but. Mais c'est indéniable. Il y a eu quand même des dérapages. Reinier Neskens, pour terminer sur ce passé un petit peu de la colonisation. Donc, au départ, évidemment, on ne peut pas dire que beaucoup de Congolais étaient impliqués, je dirais, dans la gouvernance ou même dans la co-gestion du pays. C'est peut-être ça aussi, à un moment donné, qui a amené le mouvement vers l'indépendance. Très certainement. D'abord, c'est un mouvement qui n'était pas exclusif au Congo. C'est un mouvement qui avait commencé très largement dans le reste du monde des colonies. Et le Congo y est arrivé seulement graduellement, même un tout petit peu plus tard que les autres. Ce qui était, en fait, depuis le départ, toutes les études historiques le dénotent, c'est que dès le départ, il y avait, ce dont j'avais déjà parlé tout à l'heure, une parfaite conscience du fait que cette arrivée d'une puissance étrangère dans cette région nécessitait l'adhésion des populations. Ça, c'était la première chose. Et au fur et à mesure que les années évoluaient, au fur et à mesure que les programmes de développement et le niveau de vie augmentaient, vous avez eu l'instauration des évolués, comme on a dit. À mon sens, ce qui a pesé, c'était un groupe. Est-ce que ce sont des technocrates? Est-ce que ce sont des gens qui n'étaient pas aussi proches de la population, qui alors ne voulaient tenir à leur prébande et ne permettaient pas à ces personnes qui étaient parfaitement compétentes, qui étaient parfaitement en mesure de reprendre les positions? On voit ça dans certaines multinationales, ici aujourd'hui.
On voit dans des multinationales des personnes de tel pays ou de tel pays qui sont parfaitement compétentes, mais la multinationale ayant son centre ailleurs vous envoie quelqu'un parce qu'elle estime que c'est mieux. Est-ce que c'est du racisme? Je ne sais pas. Mais c'est un peu le même genre de choses qui se passaient. Alors, un point qu'on va aborder très rapidement avec vous, Albert Moukoulou-Manif. Donc, vous êtes membre de cette association Renaissance qui essaye d'intégrer mutuellement Belges de souche, entre guillemets, et belgo-congolais. Est-ce que la discrimination, le racisme est une réalité que vivent beaucoup de personnes issues, entre guillemets, des anciennes colonies, pour le dire comme ça, du Rwanda, du Burundi, de RD Congo? Ça existe encore? Oui, tout à fait. Il faut reconnaître qu'une chose, que les combats qu'on mène contre les racismes, c'est un travail permanent et continu. Donc c'est un engagement qui est constant. Et c'est un travail qui est demandé un peu à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir s'y mettre. C'est-à-dire essayer de créer autour de soi un monde qui serait équitable, un monde où il y a une certaine inclusivité pour tous. Et c'est un travail de tous les jours. Donc ce n'est pas uniquement un groupe par rapport à un autre, mais c'est tout le monde qui doit pouvoir se battre par rapport à ça. C'est ainsi que nous, si vous le permettez, donc depuis un an, avec un groupe d'amis, des Belges, des souches, ainsi que des Belges d'origine congolaise, nous avons essayé de mener des réflexions. Des réflexions pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'aider cette population, la population surtout belge d'origine congolaise, par rapport un peu à tout ce qu'on entend ces derniers temps. Donc il y a surtout des discours haineux et des propos et des comportements qui mettent un peu à mal les relations de tous les jours. C'est ainsi qu'on a élaboré cette structure qu'on appelle Renaissance. Et on a mis en place certains objectifs que nous devons pouvoir atteindre. Si vous le permettez, je vais vous me donnez une minute plutôt, et je vais essayer de vous lire un peu nos objectifs que nous avons essayé de mettre ensemble. Assez rapidement. Si possible. Oui. Donc, il faudrait, pour ce faire, mener des actions de sensibilisation, principalement chez les jeunes de la diaspora, qui viseront à favoriser le mieux vivre ensemble dans la diversité. Il faudrait également donner plus d'assurance aux jeunes de la diaspora en contribuant à la perspective et d'insertion valorisant leurs compétences. Et un élément le plus important, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte de stimuler l'amitié belgo-congolaise en assumant les passés communs, que ce soit du côté négatif et que ce soit également du côté positif. Donc nous tous, nous allons pouvoir l'assumer. Et puis ce n'est pas tout, il faudra également faire aussi un inventaire de tout ce qui marche et voir comment on peut essayer d'écheminer ensemble. Mais parmi nos moyens également, il ne faut pas oublier c'est toujours les législateurs aussi qui aura un mot à dire par rapport à ça. Et dans ces cas-là, il faudra essayer d'appuyer les réformes et les politiques qui viseront à combattre la discrimination et à tous les niveaux, du niveau local comme du niveau fédéral. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, donc le passé, le travail mémoriel plutôt a un rôle important aussi par rapport à l'intégration de ces populations. Mais passer à une question suivante, qui est une immense question qu'on va devoir aborder aussi très rapidement. Jean Bollet, donc il y a le passé des relations entre la Belgique et ses colonies, il y a le futur. Comment, comme analyste politique, voyez-vous les futurs des relations entre la Belgique et ses anciennes colonies au niveau politique ou économique? Bien, avant d'envisager de voir le futur, nous devons dire d'abord que le Congo, la Belgique, le Rwanda et le Burundi, ce sont des partenaires qui se connaissent. Ils se connaissent depuis toujours. Le passé colonial les a unis. Mais alors, il y a des atouts. C'est un atout, tout ça, ces affinités représentent un atout pour pouvoir penser qu'on pourrait envisager un avenir meilleur entre ces pays-là. Mais avant d'en arriver, parce que cela ne se passera pas automatiquement, on doit solder le passé. Parce que l'histoire nous renseigne que les relations entre la Belgique et ces trois pays africains
ont connu des périodes difficiles, des frustrations, des ingérences, des spoliations. Mais on ne peut pas continuer. D'abord, il faut d'abord qu'on s'arrête, on s'assoit, et puis on examine ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On tire les leçons du passé pour pouvoir penser à construire un avenir meilleur. Et là, je crois que la commission parlementaire, le passé colonial, aurait été un moment vraiment opportun, un moment pour réunir les Belges, les Congolais, Rwandais, Burundais, autour de la table, pour discuter calmement, dans un climat serein. Donc, faire des débats, comme on dit, à fleuret moucheté, sans esprit de vengeance, dans le respect. Tant que cela n'est pas encore fait, c'est difficile d'envisager donc un avenir meilleur. Mais je crois que l'avenir meilleur est toujours possible. Mais il fallait impliquer aussi dans ces commissions parlementaires les acteurs gouvernementaux, par exemple, les représentants du gouvernement. Il ne fallait pas seulement faire une affaire belligolaise. Parce qu'on a vu, il y a eu la guerre des mémoires. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette commission est inaboutie. Alors, pour moi, ces affinités que j'évoquais tout à l'heure, d'ordre culturel, historique, peuvent nous permettre d'envisager, si les conditions le permettent, un avenir meilleur. Renier Nersken, il reste 1 minute malheureusement pour cette émission. J'ai envie de vous demander aussi, par rapport à ce que M. Bollé a dit, comment voyez-vous l'avenir des relations politiques et économiques ? Merci. D'abord, je souscris entièrement à ce que les deux intervenants ont dit, chacun dans leur domaine, et c'est très encourageant de voir cela. Certains passages de la commission parlementaire étaient très frustrants parce que les termes de référence visaient essentiellement à faire l'antithèse de la thèse victorieuse, tout est bon, tout est bien, alors que cette commission parlementaire aurait pu certainement faire un travail de mémoire beaucoup plus complet si, au lieu de retenir une mémoire coloniale, elle avait eu la largesse d'esprit de prendre en compte les mémoires coloniales. Il est clair, à travers tous les écrits, à travers tous les témoignages, les relations de personne à personne entre la Belgique et les anciennes colonies, qu'il y a des mémoires coloniales. Et enfin, je pense qu'il ne faut pas se sentir malheureux après cet échec. C'est une étape qui a été faite. Disons qu'il y a eu la thèse, l'antithèse. Nous attendons la synthèse. Et la synthèse devrait pouvoir être très positive. Et l'aspect encourageant, c'est que des voix s'élèvent pour dire continuons, assumons le passé ouvertement, mais regardons également y ajouter tout ce qui nous a rapprochés, nous a réunis, et travaillons à cela, que ce soit au niveau interne, et là je me réjouis d'apprendre cette initiative à qui je souhaite beaucoup de succès, mais aussi au niveau des relations entre la Belgique et ses anciennes colonies. Il est crucial que nous puissions avoir des approches qui regardent vers la même direction. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat qui pourra encore se prolonger. Merci à vous d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité. À très bientôt.